Ben là. Hey, salut, bienvenue à cette édition spéciale de Ben Lala. Ben là. Et comme à l'habitude, on vous présente quelqu'un d'exception. Ben là. Ben là. Attention. Voici notre invité de la semaine. Notre invitée de la semaine est une spécialiste en storytelling. Eh bien, qu'est-ce que c'est le storytelling? Vous le découvrirez dans cet épisode. Elle est conteure, conférencière, experte en communication. Elle est également coach en pitch et professeure de storytelling. Elle travaille en communication à l'Université de Concordia. Elle est considérée comme une conteuse maîtresse grâce à des œuvres présentées au Canada et aux États-Unis. Elle est également lauréate du National Storytelling Network StorySlam, un concours national américain, et au Grit Storytelling 99 Second StorySlam. Elle est diplômée de l'Université McGill et de l'Université de Toronto. Elle est coach certifiée. Elle collabore avec des startups et des entrepreneurs pour l'élaboration de leur pitch professionnel. Voici l'unique Joanne Pelletier. Donc, Madame Pelletier, merci beaucoup d'avoir accepté de venir faire votre tour dans mon univers de podcast avec Ben Lala. C'est vraiment un privilège pour moi de vous recevoir. Donc, Madame Pelletier, j'aimerais ça qu'on apprenne à vous connaître un peu plus parce que peut-être contextualiser, moi j'ai entendu parler de vous dans le cadre d'un des cours à l'université et que c'est un professeur qui vous a cité comme référence en storytelling. Et là, je me disais, me semble que ça serait le fun de l'avoir en français, parce qu'il y a beaucoup de choses en anglais disponibles de la part de Mme Pelletier, mais de l'avoir en français, parler de storytelling. Donc, j'aimerais ça. Pouvez-vous nous parler un peu de votre parcours professionnel? Qui est Mme Joanne Pelletier? Bon, premièrement, merci beaucoup, Benoît. Ça me fait plaisir d'être ici avec vous aujourd'hui. Donc, qui est Joanne Pelletier? J'ai travaillé majoritairement, ma carrière était dans le secteur public, donc soit en gouvernement, en Ontario, ici au Québec, à Ottawa, mais j'ai aussi beaucoup travaillé dans les universités, mais comme cadre, pas comme professeur. Donc, l'Université de Toronto à McGill et maintenant ravie d'être à Concordia à Montréal. Et ce que je fais, c'est que je suis un expert en communication. Donc, je travaille dans le département de communication, la boîte qui fournit comme un soutien en communication aux communautés universitaires. Et ce que je fais plus spécifiquement, c'est que je crée des partenariats qui favorisent la promotion de la recherche. Et aussi, je dirige beaucoup de projets du côté des communications. Et pourquoi Concordia? Pourquoi Montréal? Je suis une Montréalaise. J'ai fait beaucoup d'études en Ontario, mais j'ai retourné heureusement à Montréal. Et pourquoi Concordia? Parce que c'est une communauté super dynamique, hautement collégiale. Je me sens très privilégiée de travailler à Concordia. Mais il y a beaucoup d'autres choses. Donc, ça veut dire qu'autrement, j'enseigne le storytelling. Et j'enseigne au District 3. Ça, c'est un centre d'innovation pour l'entrepreneuriat attaché, donc des startups, en fait, attachés à Concordia. Et quand je ne suis pas occupée avec mon travail et les storytelling, je suis un officiel de boxe avec la Fédération de boxe olympique québécoise. Ça m'interpelle parce que je suis un amateur de boxe. Bravo! J'attendais que vous n'en parliez parce que j'ai eu le privilège, notamment ici dans la région, d'animer des galas de boxe professionnels. Sérieux? Oui, et j'ai eu le plaisir de faire ça. C'est un ami, c'est deux amis qui ont produit ça il y a de cela quelques années. Et je ne connaissais rien à tout l'environnement de la boxe. Et j'ai eu le privilège d'annoncer, c'est un autre type d'animation, mais j'ai eu beaucoup de plaisir à le faire. D'ailleurs, j'ai annoncé un combat
exhibition avec Stéphane Ouellette. Ah, Donc, bon, bravo. j'avais même fait signer mon pad parce que j'étais vraiment très content. Bref, l'objet, ce n'est pas mon expérience, c'est bien sûr la vôtre, mais on partage cette passion. Et d'ailleurs, les officiels, c'est très sérieux. Hein, c'est très. Oui, on est très sérieux. Même, il n'y a pas de sourire, il n'y a pas de. Non, non, c'est vraiment, on prend ça pour le sérieux, c'est super important, mais ce qu'on ne sait pas souvent au Québec, chaque week-end, il y a des belles soirées de boxe. Maintenant, ils vont recommencer dans chaque région, mais il y a des super belles soirées de boxe, de sport amateur dans chaque région. Donc, j'adore ça. C'est un grand plaisir. Je suis grand fan de la boxe. Donc, si vous venez faire de l'arbitrage au Saguenay-Lac-Saint-Jean, vous m'envoyez un petit mail, on s'organise pour prendre une petite coupe de vin, quelque chose comme ça. Ça va être super le fun. Donc, Madame Pelletier, j'aimerais que vous nous expliquiez, dans le fond, c'est quoi l'art du storytelling? Quelqu'un qui c'est la première fois qu'il entend le terme storytelling. C'est quoi l'art du storytelling? Bon, premièrement, il faut dire que le storytelling, de conter des histoires, on le fait tous, hein, à chaque jour, à chaque fois qu'on rentre au bureau. On raconte notre meilleur, notre pire week-end, une belle expérience avec une réunion, une pire expérience, des histoires de famille. Donc, comme être humain, on est toujours en train de raconter des choses. L'art du storytelling dans le contexte de marketing, c'est plus vraiment un moyen de connecter avec le public en partageant de quoi un peu plus humain. Donc, plus que des faits, c'est de transmettre plus une expérience humaine, émotive. Dans un mot, c'est une pratique qui nous aide à connecter avec un public. Donc, il y a plusieurs stratégies, mais vous parlez de marketing, mais si on le prend dans le contexte, par exemple, pédagogique, dans le fond, c'est la même chose qui s'applique pour connecter. C'est absolument la même chose. Okay. Donc, on peut utiliser les concepts de storytelling dans une réunion, dans une présentation à nos collègues, même dans le contexte d'un souper avec notre famille. Donc, c'est quoi en fait le storytelling? Le but, c'est vraiment d'attirer l'attention de notre public en premier. Donc, le concept en fait, d'une sorte de souci. Est-ce que le public va s'intéresser à nous dans une phrase rapidement pour commencer notre histoire? La deuxième stratégie, c'est de les convaincre que nous sommes crédibles en fournissant cette information. Donc, est-ce qu'il va nous croire, notre public? Et peut-être souvent, la dernière chose, c'est que c'est quoi le but, le message qu'on aimerait lancer? Ou bien dans le contexte d'affaires avec les startups, c'est quoi la demande aux investisseurs, par exemple? Dans un contexte de startup, je pose une petite question. C'est quoi la différence entre le storytelling et le pitch? Parce que des fois, souvent, parce qu'en contexte, en affaires ou en entrepreneuriat, on va parler souvent de pitch. Donc là, c'est un délai très court qu'il faut vendre qu'est-ce qu'on pense, ainsi de suite. Il faut vendre notre idée. Donc, c'est quoi la différence selon vous? Quand j'enseigne aux startups, soit au Détroit ou j'enseigne aussi au ZU à Montréal, un autre incubateur, on fait des pitchs d'1 minute et on utilise un storytelling. Donc, pour nous, le storytelling et le pitch, c'est à peu près la même chose. Okay. Donc, il y a toujours un concept de storytelling à la base de chaque pitch. Et moi, je suis convaincue que si vous êtes capable de le faire dans 1 minute, vous êtes également capable de le faire comme en 5 minutes, en 30 minutes. Ça peut être dans un ascenseur quand vous rencontrez quelqu'un ou vous voulez comme lancer votre idée. Et il y a des grands défis, certainement, parce qu'on n'est pas, comme être humain, habitué à de convaincre les gens dans 1 minute. Les gens souvent trouvent ça très exigeant. Et avec les chercheurs universitaires, je trouve ça super intéressant. Quand j'enseigne le storytelling, c'est en fait, j'essaie de les convaincre de faire le contraire de leur formation. Comme vous, Benoît, vous êtes habitué comme universitaire d'être quoi? Exigeant, détaillé,
mais vous avez peut-être moins de formation sur la façon de capter l'intérêt d'un public. Vous êtes une exception parce que vous avez un podcast, vous êtes habitué à ça. Mais généralement, je trouve que les académiques, les gens dans notre communauté, notre univers d'université sont plus habitués à parler pour longtemps, en grand détail. Et souvent, ça risque à perdre le public. Donc là, les compétitions comme ma thèse, c'est quoi, c'est en 90 secondes ou en Oui, 60 secondes? Donc là, c'est une activité de storytelling finalement pour un universitaire. absolument. C'est une sorte de pitch, en fait. Et l'histoire pourquoi j'ai commencé du storytelling, j'avais un projet à l'université où j'avais des chercheurs où ils donnaient comme un discours de 7 minutes devant un grand public à Toronto, à Calgary, à New York. Et je cherchais comme une façon de pas pour les pousser, mais de les convaincre de communiquer comme comment on communique la complexité de la recherche à un public. Il y a des gens qui travaillent sur un projet pour comme 20 ans. Il y a beaucoup de complexité, comment on fait, c'est un acte de compression en fait, de mettre tout ça dans un format où ça peut intéresser un public. Donc, j'ai regardé partout, j'ai commencé à explorer, par exemple, les tactiques qui sont utilisées par des conférenciers et j'ai trouvé le storytelling. J'ai trouvé des spectacles en anglais et français à Québec, au Canada, aux États-Unis et j'ai trouvé des gens qui utilisaient des stratégies très spécifiques. Donc, attirer l'attention, montrer que vous êtes crédible et demander ce que vous voulez à la fin. Et j'ai décidé, OK, bon, je peux utiliser cette format, mais moi, je devrais l'essayer avant. Donc, j'ai commencé comme ça, j'ai essayé, j'ai lancé une histoire. J'ai écrit une histoire d'à peu près 7 minutes. J'ai interprété en direct au Centre Phi à Montréal. C'est bien été. J'ai adoré ça. Et ce que j'ai adoré, c'est que à chaque fois que je travaille sur une histoire, un texte, une idée, j'apprends davantage la façon de mieux communiquer. C'est-à-dire que c'est comme travailler un muscle à chaque fois. Donc là, est-ce que selon vous, l'utilisation du dramatique ou de l'humour, ce sont des outils qui peuvent supporter oui, absolument. l'histoire? Oui, ça peut aider énormément, mais on n'est pas habitué, surtout dans des discours académiques, on n'est pas habitué à utiliser l'humour. On aimerait ça être sérieux, rigoureux, mais c'est sûr que moi, j'utilise l'humour beaucoup, surtout dans les cours d'histoire. Oui, l'humour, un aspect humain touchant. Parce que ce que les gens vont retenir dans le public, c'est comment ils se sentent. Ils vont peut-être oublier tous les détails, mais ils vont dire, « Ah, j'ai entendu Benoît Rochefort, c'est un gars super intéressant. J'ai eu comme un grand sentiment à l'entendre. J'aimerais lui en parler plus. » OK. Donc là, on ne parle pas juste une histoire, on parle de connexion émotive avec en fait, à qui on s'adresse. C'est une connexion émotive, humaine, peut-être touchant. Ça va au-delà des faits dans nos présentations ou bien nos histoires. Donc là, tantôt, là, vous avez mentionné, en expliquant qu'est-ce que c'était le storytelling, vous parliez de la recherche, c'est dans le fond que vous êtes préoccupé, vous avez regardé les discours, ainsi de suite. Donc là, sur le plan de la recherche, comment est-ce qu'on peut conduire une recherche? Puis de quelle façon vous faites de la recherche alentour du storytelling, en fait, des raconteurs, en quelque sorte? Ça, c'est plus difficile à répondre parce que moi, j'ai commencé à explorer le storytelling parce que je trouvais c'était peut-être un outil intéressant pour les académiques, mais je ne sais pas s'il y a vraiment
une sorte de recherche sur storytelling dans le contexte universitaire. Ça, honnêtement, je ne sais pas, Benoît. OK. À ce moment-là, peut-être juste, comme en fait, sur le plan en fait, on connaît, dans le fond, le terme storytelling. On sait que c'est l'art, dans le fond, de raconter une histoire. On essaie d'aller chercher un aspect émotif, un peu comme vous venez de raconter, l'humour, que ce soit court ou long, que ce soit un pitch, ainsi de suite. Si vous aviez un conseil à donner à quelqu'un qui s'intéresse au storytelling, quelqu'un qui dit, moi là, j'aimerais ça essayer peut-être d'enseigner ou de vendre en utilisant storytelling. Quel serait le conseil que vous donneriez à cette personne? C'est peut-être de réfléchir sur le choix de l'histoire. Donc, c'est-à-dire, je suis certaine que tout le monde a des histoires, tout le monde a une histoire au moins, mais toutes les histoires n'ont pas besoin d'être racontées. Donc, est-ce que c'est une histoire qui sert le but de votre la séance, la présentation, le cours que vous donnez? Oui, c'est sûr, c'est une façon de partager et connecter avec le public, mais souvent, d'après moi, il y a des exemples où des gens vont trop loin, ils partagent des choses super, soit privées ou difficiles, il y a beaucoup il y a même des spectacles aux États-Unis qui spécialisent dans des histoires difficiles. Ça veut dire que des gens devant comme tout, devant le public. Moi, j'ai un peu de difficulté à ça parce qu'il faut être un peu responsable pour ton public aussi. Mais pour commencer, c'est d'explorer c'est quoi le lien entre l'histoire que vous voulez utiliser et le but de votre soit cours ou présentation. Et peut-être le plus difficile pour des gens qui commencent avec le storytelling, c'est la capacité de dire moins. La capacité de dire moins. Ouais. Ça m'interpelle, on dirait tout d'un coup. Parce que, disons encore, comme je prends comme le contexte, soit affaires ou universitaire, on est dans nos détails. On est complètement immersé dans nos détails. On connaît notre sujet. Donc, on voit ça souvent dans des réunions d'affaires où on voit comme un exemple, une présentation PowerPoint, on voit beaucoup de texte, les gens lisent le texte, donc ils nous donnent tout au lieu de m'interpeller pour commencer. Donc, quand je dis c'est comme le contraire de notre formation, c'est-à-dire de réexaminer la façon dont on approche communiquer avec le public. Et ça, pour moi, c'est peut-être le plus difficile. Donc, être un peu plus précis, finalement, savoir qu'est-ce que... Précis et jouer avec la chronologie, le timing. Donc, c'est-à-dire que je n'ai pas besoin de dire, ben moi, j'ai commencé ma journée avec une séance de boxe, mais oups, non, j'ai pris un café pour commencer. Ça ne fait pas une histoire super intéressante de ma journée. Mais si je dis, Benoît, écoute, j'ai été frappée 3-4 fois par mon entraîneur ce matin parce que j'ai comme mal calculé ma distance au gym de boxe, c'est sûr que peut-être tu vas être plus intéressé. OK. Par les coups de poing ou parce qu'on a passé de doigt ou parce qu'on a passé de doigt sur le café? Le café, c'était moins intéressant, c'est sûr. J'avoue. Mais c'est sûr que dans l'entraînement de boxe, pour l'avoir fait aussi, hein, ça, je vous en avais pas parlé, mais c'est sûr que quand tu manges une droite inattendue... Tu le rappelles. Oui, je m'en souviens. Non, mais c'est des très bons conseils. Je trouve ça le fun parce que l'approche de raconter une histoire, s'attarder à l'essentiel, s'attarder au sujet, savoir qu'est-ce qu'on veut dire. Moi, ça m'interpelle là, pour
je dirais, réaménager des fois parce que ça m'arrive, des fois, je raconte des anecdotes dans le cadre de mes cours. Et puis là, des fois, c'est des anecdotes hors champ, c'est-à-dire que ça n'a pas de rapport, mais quand les étudiants font le lien avec là où c'est que je voulais les amener, là, ils s'aperçoivent en quelque sorte que, ah, OK, je comprends pourquoi ils me racontaient de ce type Oui, d'histoire-là. Mais je exact. ne suis pas un professionnel. Je vous dis tout de suite, là, peut-être que j'ai développé certains réflexes sans le savoir, parce que plus je m'informe sur le storytelling, plus que je m'aperçois que ça fait beaucoup plus partie de ma vie en général. D'ailleurs, j'ai découvert en faisant ma recherche sur votre parcours que vous faites partie des Storytellers Canada, en fait, Oui. de cette association-là. Donc, c'est quoi votre implication au sein de ce Euh, regroupement-là? Bon, je suis membre. Il y a ça m'offre un réseau de collaborateurs au Québec et au Canada. On fait des contacts, on partage des histoires. Il y a plein de cours, des conférences, la formation. Donc, c'est un endroit super intéressant. Il y a aussi, pour des gens qui aimeraient commencer, il y a à Montréal, il y a deux organismes en anglais puis en français qui donnent des cours de storytelling. Et même si vous voulez commencer avec une histoire, donc vous faites vous lancez votre pitch comme un bref sommaire de votre histoire, ils vont vous aider avant que vous montez sur la scène. Donc, vous avez toujours du coaching à travers de chaque spectacle. Donc, ils ne vous laissent pas seul. Mais vous Donc, également, vous en faites du coaching, là. j'en fais, moi aussi, j'en fais du coaching. C'est sûr que la majorité de le coaching que je fais, c'est avec des startups et des gens d'affaires. Mais je travaille aussi avec un réseau de storytellers aux États-Unis et on partage des histoires à chaque semaine. Donc, on travaille ensemble. Ça, c'est l'organisme GRIT. Euh, où j'ai gagné comme un prix l'année passée pour une histoire de 99 secondes, 1 minute et demie. D'ailleurs, vous avez été lauréate de ce prix-là que j'étais pour vous en parler, là, le Grit Storytelling 99 Seconds Story Slam. Donc, félicitations. Ah, C'est merci. quand même un privilège, hein. On a Oui, une représentante canadienne qui a gagné ça. Donc, ça, je trouve ça le fun parce que mais on en parle beaucoup là, depuis tantôt. On parle beaucoup de storytelling anglais. J'ai l'impression qu'en français, c'est moins populaire. Est-ce que je me trompe ou c'est moins. non, non, tout à fait. Puis je trouve ça, j'ai énormément de difficulté à comprendre pourquoi c'est moins populaire parce en français, on a une grande histoire de conte en français, c'est sûr. Ça fait part de nous, ça fait part de notre culture, soit en Nord-Amérique ou en Europe. Mais il y a, sûrement, il y a moins de gens qui le font au Québec. On essaie de former les gens, mais même avec le public, c'est moins connu. C'est moins connu, mais des fois, on voit des. Je vous pose la question parce que des fois, on entend parler du slam. Est-ce que c'est la même chose, le slam puis le storytelling? Parce que des fois, il y a des compétitions locales dans des bars locaux que là, Oui. c'est des gens qui vont faire du slam. Donc, est-ce que ça se compare un petit peu? Le slam, c'est un concours. C'est une façon d'engager les gens qui sont là pour voter. OK. Donc, par exemple, le slam que j'ai gagné, c'est parce que les gens ont voté. OK. Donc, un slam, ça peut inclure le storytelling, mais ça peut être aussi la poésie. Et ça, c'est très populaire maintenant à Montréal. Donc, on dit en anglais le spoken word, une sorte de poésie lancée, improvisée pour le public. Donc, ça, c'est sûr que on espère qu'il y aurait avec le retour de présentiel, on pourrait peut-être convaincre les gens que c'est plus intéressant que Netflix, peut-être, de rester chez eux et regarder Netflix.
Même s'il y a des. Tu sais, on ne se le cachera pas, là, il y a quand même des bonnes séries. Des fois, c'est le fun, mais il me semble que se ramasser ensemble, tu sais, près dans un Oui, endroit, puis partager un art quelconque, exact. Il y a c'est. une énergie complètement différente avec, ça me manque beaucoup. Il y a des avantages avec le virtuel, mais parce que la pandémie a fait que les spectacles en Zoom sont devenus la norme depuis 1, 2 ans, mais il y a une magie avec présentiel parce qu'on voit le public puis on les entend. Donc, je peux voir s'il y a des parties de l'histoire, si ça marche bien avec le public. Il y avait un bel exemple, c'est un exemple de l'extrême de storytelling, ce qu'on peut faire avec le storytelling. C'était une compétition à Montréal il y a 2 ans. Et je voulais conter une histoire d'aller magasiner chez IKEA. OK, c'est OK? intéressant ça. Puis la formule était comme 2 minutes. Donc, je me disais, donc tout le monde, souvent les gens disent ils ont beaucoup de frustration à aller à IKEA, ça prend du temps, il y a beaucoup de monde, on ne trouve pas le truc qu'on cherche, on passe 1 heure en file, mais en fin de compte, on aime ça parce qu'on peut manger des petits boules, on allait au resto à la fin. Donc, j'ai décidé, parce que le format était très restreint, moins de 2 minutes, j'ai décidé d'exprimer la frustration d'IKEA avec ouf, IKEA. J'ai commencé juste avec cette phrase et tout le monde riait. Donc, c'est un exemple de comment on peut utiliser notre voix, nos expressions, plus que des mots. Par contre, je pouvais passer comme 5 minutes d'expliquer pourquoi l'IKEA, souvent, ça ne marche pas. Il y a beaucoup de frustration. Donc, vous comprenez, c'est une autre façon c'est la façon dont on peut, avec storytelling, explorer une autre façon de communiquer. Mais là, vous parlez de l'expérience de scène, tu sais, le contact avec le public. Oui. Vous avez parlé un peu du Zoom. Dans le fond, c'est le fait de présenter en vidéo. Mais selon vous, est-ce que, parce que là, il y a différents supports, tu sais, comme là, nous, dans le podcast, les gens font juste nous entendre. Alors, selon vous, c'est quoi le meilleur support ou est-ce que chacun peut avoir son avantage? J'aimerais vous entendre là-dessus. Et moi, parce que j'ai eu l'expérience avec presque tous les formats cette année pendant la pandémie, sont tous pour moi super intéressants, comme le Zoom, en tant que je ne suis pas avec le public. Le feedback que j'ai eu de les gens qui me regardent, c'est qu'ils ont l'impression d'être plus près de moi. Ils ont comme une expérience plus intense et ils voient mon visage, ils voient mes expressions. Donc, ça, c'était différent que le présentiel. J'ai aussi fait plusieurs spectacles avec juste audio. Donc, il y a plein de spectacles aux États-Unis qui font juste version podcast, en fait, de storytelling. Ça, c'est sûr que ça tire la partie très populaire des podcasts, aussi super intéressant. Le live, le présentiel, oui, c'est une sorte de magie, comme j'ai dit, parce que vous êtes avec les gens, vous les entendez. J'ai des réactions en temps réel que je n'ai pas en virtuel. C'est sûr que cette réaction-là, comme vous disiez, c'est le fun pour réajuster parce qu'on sent Exactement. comment ça peut réagir, un peu comme un humoriste ou un artiste qui est devant une salle, qui Exactement. s'aperçoit qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas. Puis encore là, il faut tout le temps tenir en considération à qui on s'adresse, hein, parce que des fois, selon le type de public, ils ne réagiront pas de la même façon. Justement, ça m'amène aussi sur une autre question. Tu
sais, le storytelling, là, on voit notamment avec les réseaux sociaux, des fois, il y en a qui l'utilisent pour nous vendre des affaires sur Internet. Je ne sais pas si vous avez vu ça à l'occasion sur les réseaux sociaux. On voit des vidéos et là, ils nous racontent une grande histoire avec plein d'étapes. Puis là, finalement, ils essaient de développer cet engagement-là envers nous. Sur le plan éthique, est-ce que vous trouvez que ça se fait? Parce que tantôt, en entrée, vous parliez de marketing utilisé, tu sais, que c'était utilisé Ouais. beaucoup en marketing. J'aimerais vous entendre là-dessus, de ce type d'utilisation-là. C'est sans doute que les médias sociaux utilisent certains éléments de storytelling. On voit ça dans le marketing, dans le langage de marketing. En effet, notre consommation médiatique, on se baigne dans des histoires. Ils sont partout. Chaque pub, drame, comédie, tweet, story Instagram, c'est toutes les formes de storytelling. Donc, il faut, comme nous sommes des consommateurs en tout temps, il faut ajuster, il faut distiller réellement ce qui est important, ce qui compte vraiment. Moi, j'ai la pratique maintenant de fermer les médias sociaux en tant que je travaille en comms, donc tout est ouvert en tout temps, mais je vois ça comme l'ajustement contre cet massif afflux de contenu. Je vois ça comme une pratique d'auto-soin nécessaire. Des fois, il faut arrêter ou bien se poser la question, est-ce que c'est vraiment une bonne histoire? C'est une histoire pour me vendre de quoi? Souvent, c'est le cas dans les médias sociaux, c'est sûr. Donc, je vous poserai maintenant la question à peu près dans le même parallèle, mais dans le cadre du milieu de l'éducation, on a parlé un peu de pédagogie tout à l'heure, en fait, de son utilisation, mais selon vous, l'utilisation du storytelling, est-ce que ça pourrait être appliqué, par exemple, dans l'enseignement primaire, dans l'enseignement secondaire, l'enseignement collégial, l'enseignement universitaire, outre, par exemple, l'universitaire, comme on parlait tantôt, pour l'art de communiquer nos recherches ou de rendre ça simple, là. Mais si on prend l'ensemble dans le monde de l'éducation, est-ce que le storytelling est un outil fort pour transmettre des connaissances, et ça, peu importe le niveau? C'est une super bonne question. Ça me fait penser à... Il y a déjà des programmes au primaire et secondaire au Québec qui utilisent le storytelling. Donc, le défi, c'est pour chaque étudiant de créer une brève histoire. Et je sais que ça existe parce que souvent, je suis juge de compétition pour des histoires pour des enfants. Et donc, le but de ça, c'est de laisser les enfants ou les jeunes explorer leur propre expérience plus que juste des faits. Donc, c'est en combinaison de... c'est un assemblage de faits et d'émotions et ça force un peu une sorte de création qu'on fait tout. On va dans nos carrières, on va toujours être dans une position de créer une histoire, soit une présentation ou bien encore une conte dans un contexte familial. On est toujours en train de le faire. Donc, moi, je crois que c'est un muscle qu'il faut développer d'un jeune âge. Et je vois de plus en plus des académiques qui sont plus jeunes à l'université, ils ont plus l'habitude parce que c'est fort possible qu'ils ont déjà eu cette expérience d'avoir conté des histoires, de créer une histoire. En fait, de créer une expérience pour votre public. C'est ça qu'on fait. C'est drôle à dire, mais dans chaque réunion, souvent je vois ça avec mes collègues, je suis dans une réunion, je vois une autre présentation, des fois c'est bon, des fois c'est moins intéressant, mais c'est une sorte d'enseignement qu'on fait. Donc, ça nous exige un peu de créer l'expérience pour notre public. Je ne sais pas si ça répond à votre question, mais je trouve qu'il y a des fils super intéressants. Il y a des fils super intéressants pour des jeunes
des enfants et même l'enseignant. Parce que le défi aussi pour l'enseignant, c'est aussi de intégrer des histoires dans l'enseignement. C'est un touche-chemin. Oui, puis c'est quand même un défi là, de dire, parce que, tu sais, oui, avec la matière, avec ce que je dois enseigner, de quelle manière je peux raconter et que je peux, parce que à la rigueur, ça peut même devenir une nouvelle technique pédagogique ou un support à notre pédagogie qu'on utilise en disant, ben, pour ce genre d'histoire, en fait, pour ce genre de contenu-là, je pourrais raconter ce genre d'histoire. C'est sûr que ça demande une préparation aussi parce qu'il faut que l'histoire soit écrite, il faut qu'elle soit réfléchie. D'ailleurs, je me posais la question, parce que tantôt, vous parliez de contes ou d'écrire une histoire, tu sais, de raconter quelque chose. Quand on fait du storytelling, est-ce que l'histoire doit être obligatoirement être vraie? Est-ce qu'on peut créer un univers? Est-ce qu'on peut créer une histoire pour passer, dans le fond, le message qu'on veut lancer? Oui, absolument. En fait, il y a plusieurs sortes de storytelling. Il y a des gens qui racontent, qui créent des histoires qui ne sont pas vraies. Mes histoires sont tous vraies, sauf chaque histoire n'est pas comme un ordre chronologique. Donc, des fois, je joue avec les détails un peu pour que ça se fait plus intéressant. Mais il y a d'autres sortes de storytelling où on peut partager même des grandes histoires historiques, mais au vive voix. Mais ma création d'histoire, parce que j'aime les mots et j'aime l'écriture, j'écris mes histoires pour commencer. Et après ça, je pratique l'histoire pour que ça sort de la page, puis ça vient comme plus conversationnel. Donc là, vous faites un premier écrit, vous la dites, vous la racontez, vous vous corrigez, vous la remodifiez jusqu'à ce que la perfection s'ensuive. J'espère que c'est la perfection, je ne sais pas, mais des fois, ça peut être perfection, mais il y a aussi des histoires qui sont moins réussies, d'après moi. Quand je l'écoute après, je dis, OK, j'aurais dû peut-être pas faire ça, je peux aller plus loin avec celui-là. Donc là, Mme Pelletier, pour vous, là, actuellement, il y a beaucoup de choses en ligne en anglais. Ouais. Ça s'en vient quand, là, le contenu francophone pour nos francophones du Québec? Donc, le contenu francophone va sortir en 2022. J'ai décidé de prendre une petite pause parce que avec la boxe et beaucoup de spectacles presque à chaque semaine depuis 2 ans, j'ai décidé de prendre une pause de quelques semaines pour écrire et de sortir du nouveau contenu en français en janvier. Mais tenez-nous au courant, Mme Pelletier, parce que le contenu, on va le publier, je vais le publier sur ma page Facebook de Ben Lala. Donc, ça va me faire plaisir de dire à notre auditoire, écoutez Mme Pelletier qui est venue dans nos éditions spéciales, fait du contenu en français, écoutez-la avec grande attention. Mme Pelletier, je vous remercie d'avoir pris du temps pour nous parler de storytelling, faire découvrir qu'est-ce que c'est, d'ailleurs de nous en parler en français aussi, parce que comme je vous mentionnais, en anglais, il y a beaucoup de choses, mais c'est le fun de pouvoir en parler en français également. Et je suis convaincu que cet épisode-là va attirer l'attention de gens qui se préoccupent, en fait, qui sont intéressés par ce sujet. Donc, d'ailleurs, j'en profite pour ceux qui nous écoutent. Si vous voulez contacter Mme Pelletier sur votre site web, donc pour savoir aussi vos dates de spectacle et même pour du coaching, hein, c'est important de le dire. Mme Pelletier nous a accordé du temps. Donc, si vous voulez la questionner, à devenir client, être coaché par elle, alors je vous invite à la contacter. Je vais mettre notamment, en fait, dans la conclusion, je vais mettre le lien et je vais mentionner le lien du site web de Mme Pelletier. Alors, je vous remercie beaucoup. Merci et j'ai bien hâte à vous voir, Benoît, peut-être dans un spectacle l'an prochain et si vos auditoires ont un intérêt à être impliqués dans Storytelling, ça me ferait plaisir de les aider et conseiller.
Parfait. Ben, merci beaucoup. Le message est lancé. Au plaisir, Mme Pelletier. Merci. Donc, c'est ce qui complète notre entretien avec Mme Pelletier. Si vous voulez la rejoindre, jpelletier.ca, dans lequel vous allez avoir toute l'information sur ses conférences. Vous allez même avoir du contenu de son storytelling qu'elle le présente. Alors, c'est ce qui complète notre partie spéciale, l'émission spéciale de 3 épisodes sur les podcasts et sur la communication. Bien sûr, il y en aura assurément d'autres. Sur ce, je vous invite à nous suivre sur benlala.ca et sur les réseaux sociaux. N'oubliez pas que le podcast est disponible sur toutes les plateformes. Il ne me reste qu'à vous dire ciao, ciao!